Est-ce que manger plus végétal, que ce soit dans les gras, que ce soit cette partie anti-inflammatoire, ça peut aider pour le cancer ou globalement? Quel est votre avis là-dessus? J'ai pas d'avis, ça dépasse mon domaine de compétences. Et quand je connais pas, je préfère me taire. C'est tout à votre honneur, ça. Mais je vous remercie. Quel est le traitement anti-cancer, alors? Vous écoutez Révolutions alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et écrivaine. J'anime ce podcast avec Mathieu à la technique et Charlotte et Quentin de Darwin Nutrition dans les coulisses. Sur le livre de notre invité d'aujourd'hui, le docteur Laurent Schwartz, on peut lire cette promesse alléchante. Le cancer est une maladie plus simple qu'il n'y paraît. Il appelle un traitement simple et non toxique. En effet, avant d'être perçu comme une maladie du génome, le cancer était considéré comme une maladie du métabolisme. Depuis 1924, nous savons que les cellules cancéreuses tirent leur énergie de la fermentation du sucre. Cette piste a été oubliée, et le docteur Schwartz, l'équipe pluridisciplinaire qu'il a constituée, l'ont réouverte et explorée. C'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui. Formé à l'université de Harvard, longtemps chercheur à l'école polytechnique, Laurent Schwartz est cancérologue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il a consacré sa vie au développement de traitements novateurs et non toxiques du cancer. Il a créé un groupe de physiciens, mathématiciens, biologistes et médecins dont le but est de comprendre pour guérir. Son livre est publié aux éditions Thierry Soucard. Bonjour. Bonjour. Docteur Laurent Schwartz, avez-vous compris le cancer? Alors, moi tout seul, certainement pas. Mais notre groupe, très probablement. Le cancer est une vieille maladie, on le retrouve dans les momies, c'est un vieux truc. Et au fond, les médecins ont hésité beaucoup sur ce que c'était. Alors longtemps, on a cru que c'était une infection. Après, c'est une maladie du génome. Et nous sommes simplement retournés à ce que les anciens savaient, une maladie du métabolisme. Le besoin qu'on a eu de retourner aux vieilles publications tient du fait que le cancer est loin d'être guéri. La mortalité par cancer en France en 1960 est la même que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on patine dans la choucroute et que quand on est dans une impasse, c'est que les hypothèses mêmes de base ne sont pas forcément les bonnes. Donc on est revenu à ce qu'on pensait sur le cancer dans les années 1920, une fermentation du sucre, et on a compris, et j'aimerais en parler un petit peu si vous m'autorisez, l'importance de la physique dans cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous avez commencé à le faire là, mais en quelques mots, les quelques grandes étapes de la lutte contre le cancer? Alors, dans les années 1800, le cancer est une maladie infectieuse. Les cancéreuses sont surinfectées, ça pue, on les met dans des services très particuliers, loin de tout le monde. Dans les années 1900, on comprend que c'est une maladie de la fermentation, et puis on l'oublie parce que Warburg est un homme très particulier, demi-juif, ayant travaillé sous Hitler, qui était un grand phobique du cancer parce qu'il avait des polypes des cordes vocales. Et il n'est pas parti aux États-Unis, c'est-à-dire que son travail était largement oublié. Et dans les années 1950, on commence à percevoir le cancer comme une anomalie du génome. On est prédestiné à faire un cancer, une maladie d'Alzheimer, ce que vous voulez. Et cette démarche centrée par le génome n'a pas débouché sur grand-chose. Donc, on est revenu, nous, à ce qu'on savait avant. Et la question est, si le cancer fermente, aujourd'hui plus personne n'en doute, à quoi c'est dû et comment le traiter? Et Warburg n'a pas cherché le traitement. C'était un scientifique pur. Ce qui l'intéressait, c'était les cellules dans ses boîtes de pétri et de la biochimie, mais le traitement n'était pas son sujet majeur. Et nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est le traitement. Et justement, dans votre livre, vous parlez des trésors cachés de l'industrie pharmaceutique. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, donc j'invite les auditeurs à le lire entièrement. J'espère que ça vous donnera envie de le lire, mais vous parlez en particulier de ces trésors cachés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça fait référence? L'histoire de l'industrie pharmaceutique est une histoire compliquée. Alors, vous connaissez tous les dérives de l'industrie récente avec les molécules qui coûtent horriblement cher et qui sont d'un intérêt clinique relativement limité. Mais avant l'industrie pharmaceutique, ça a tout de même sorti les molécules de base qu'on utilise toujours, de l'aspirine ou autres équivalents. Le bleu de méthylène, c'est une molécule qui date des années 1876. C'est le plus vieux des médicaments et c'est un capteur d'électrons. Et là, il faut que je fasse un tout petit détour.
Il est clair que le cancer fermente, le sucre n'est pas brûlé. Ça, vous avez des dizaines de milliers de publications qui vont dans ce sens-là. Ce que nous, on a compris en retrouvant les papiers d'un autre prix Nobel qui est Sven Jergy, c'est lui qui a découvert la vitamine C, c'est que cette fermentation cancéreuse, et je vous invite à lire le papier de Romain Attal, qui est un des personnes avec qui je bosse, qui vient de sortir, c'est que la fermentation cancéreuse est liée à une chose, c'est une diminution de conductivité électronique. Et qu'il faut enlever ces électrons. Et enlever ces électrons, on peut le faire de façon chimique, et le bleu de méthylène est un capteur d'électrons. Donc on sait en 1893 que certains cancers sont guéris au bleu de méthylène. Tout ça, je ramène à quelques siècles d'aujourd'hui. Dans 1950, il y a un papier remarquable dans Nature, qui est une grande revue, disant les chiens, quand on leur injecte du bleu de méthylène, les cancers des chiens régressent. Puis tout ça tombe dans l'oubli. C'est ce qu'on a fait. On n'a jamais fait qu'un travail d'archéologue. Et le bleu de méthylène est une des molécules clés du traitement du cancer. Il y en a d'autres. Il y a évidemment les chimiothérapies que tout le monde connaît, mais il y a aussi le dioxyde de chlore, l'acide lipoïque, ou ainsi de suite. Plus largement, alors vous parlez aussi dans votre livre des deux cancérigènes redoutables, je crois que c'est comme ça que vous les nommez, qui sont l'inflammation et le vieillissement. Donc la question, c'est comment on freine ces deux facteurs. Alors mon livre, j'ai tout écrit maintenant il y a 2 ans, donc évidemment tout le monde change d'avis. Le vieillissement et l'inflammation sont les 2 cancérigènes principaux, ça c'est aucun problème. Tout ça est évident pour ceux qui font un peu de la recherche, mais on peut pas faire grand-chose contre le vieillissement. On aimerait bien, mais ça marche pas. Je vous le dis, j'ai maintenant 65 ans, mais le sucre, on peut faire quelque chose. Et il y a un facteur qui tient le vieillissement et qui tient l'inflammation, c'est le sucre. Donc, manger moins sucré, ça diminue l'inflammation, ça diminue le vieillissement, et c'est un des facteurs qui tient les 2 cancérogènes principaux, qui sont l'inflammation et le cancer. L'inflammation et le cancer, on le retrouve comme facteur de risque de toutes les maladies, de la psychiatrie à l'anorexie mentale, à l'Alzheimer, à l'inflammation, au cancer et ainsi de suite. Diminuer le sucre, ça a un effet bénéfique pour toutes ces maladies. Alors, je renvoie nos auditeurs aussi à une émission spéciale qu'on a fait sur le sucre. Quand vous dites diminuer le sucre, on parle de quel sucre? Alors, vous rentrez dans des détails, moi, je peux pas vous aider. Pour moi, évidemment, le fructose est plus dangereux. Ça, il y a consensus là-dessus parce qu'on le remarque pas en réalité. Mais tous les sucres sont une toxicité claire. Donc, manger moins sucré. Alors, j'aime bien me balader chez les bouquinistes le long de la Seine. Et il y a les livres de cuisine. Il y a un stand qui vend des vieux livres de cuisine. Alors, il y a l'Alibab qui est le grand livre de cuisine des années 1930. Et je regardais les recettes de cuisine. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre ajouté, vous voulez dire? Oui, mais même les repas sont peu sucrés en général. C'est des repas en sauce, bien gras et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut manger. Voilà. On a fait aussi une émission qui s'appelle Le gras, c'est la vie. Donc vous dites manger moins sucré, j'entends moins de sucre ajouté, moins de sucre simple et moins de sucre en général. Et de façon peut-être un peu plus large, même si ce n'est qu'une partie du traitement ou de la prévention qu'on peut faire, quelle serait une bonne alimentation anti-cancer? J'entends bien que je suis ici dans un site qui fait essentiellement l'alimentation, mais le cancer, c'est pas que l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui deviennent complètement obsédés par l'alimentation. Alors, ce qui est clair, c'est que je voudrais vous parler un peu d'alimentation, mais je voudrais surtout vous parler du reste. L'alimentation, il faut diminuer la quantité de sucre. Ça, il y a consensus. Après, passer au régime cétogène pur, est-ce que c'est bon ou pas bon? Il y a un vrai débat. Est-ce que vous pouvez rappeler juste ce que c'est que le régime cétogène? Le régime cétogène, c'est un régime à base de gras. C'est-à-dire, on a 50% d'alimentation qui vient de gras, pas mal de protéines et finalement très peu de sucre. Du gras animal ou végétal? Ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'on sait sur le cancer, c'est clairement il y a un problème de fermentation du sucre. On sait que ça capte de la glutamine, donc des protéines. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ça capte aussi les corps cétoniques. On imaginait que les corps cétoniques n'étaient pas une alimentation sur le cancer, mais quand on regarde les corps cétoniques radioactifs, ils sont captés par les cellules tumorales. Donc, ce qu'on est là-dedans dans une discussion où le débat scientifique n'est pas final. Et au fond, on ne sait pas très bien. Moi, ce que je dis quand je vois des patients, clairement, aux obèses de maigrir, ça c'est évident, de diminuer l'apport en sucre. Je leur conseille un régime hypoglycémique
À quel point il faut augmenter le gras, au fond, moi, j'en sais rien. Et je discutais avec une équipe de scientifiques au Canada. Il faudrait qu'on soit capable de faire des analyses de la captation des corps cétoniques, c'est-à-dire du gras, par les tumeurs pour qu'on sache qu'il faut faire ou pas faire. Alors, pour complexifier tout ça, j'ai mon ancien maître, Maurice Israël, qui est un chimiste avec qui j'ai bossé pendant 15 ans, où je bosse encore, et qui dit qu'on peut, par certaines molécules, bloquer l'entrée du gras dans les tumeurs, des corps cétoniques. Sur des modèles animaux, ça marche. Est-ce que ça a marché chez l'homme? C'est une vraie question. Donc, tout ça pour finir sur l'alimentation. Trop de sucre, c'est clairement dangereux, à la fois pour le cancer et l'ensemble des maladies. Moins en manger pour tout le monde, ça fait du bien. Pour les cancéreux, hypoglycémique clair, à quel point il faut remonter en lipides, au fond, personne ne sait. Il faut manger moins, d'ailleurs, peut-être, dans l'absolu? Ça dépend du poids de la personne. Le cancéreux, il est tout de même cachectique. Vous avez des gens en face de vous qui sont pas forcément en pleine forme. Il ne faut pas non plus en rajouter une couche. Souvent, les gens sont déjà tellement angoissés qu'ils majorent l'angoisse en faisant des régimes insupportables. Je veux dire, il faut leur foutre la paix aussi. Ce sont des êtres humains. Et d'ailleurs, on a fait, nous, une émission sur le jeûne. Quelle serait la place du jeûne? Est-ce que vous avez... Un jeûne sur les cancéreux, c'est toujours la même chose. Quand ils sont obèses, ok, ça peut ne pas faire de mal. Mais ce sont des gens beaucoup trop fragiles pour qu'on pousse les jeûnes prolongés. Après, qu'on mange un peu moins ou ainsi de suite, dans certains cas, c'est peut-être fondamental. Ça peut rendre service. Mais moi, je suis pas très pour. Les cancéreux qui viennent me voir sont des cancéreux métastatiques, en espérance de vie souvent limitée. La prudence, c'est la meilleure des choses. Et en parlant d'alimentation inflammatoire, moi j'ai en tête, quand j'entends ça, je vois un éventail de fruits et légumes de toutes les couleurs. Et d'ailleurs, un des piliers de ce podcast, c'est un peu aussi la végétalisation de l'assiette. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que manger plus végétal, que ce soit dans les gras, que ce soit cette partie anti-inflammatoire, ça peut aider pour le cancer ou globalement? Quel est votre avis là-dessus? J'ai pas d'avis, ça dépasse mon domaine de compétences. Et quand je connais pas, je préfère me taire. C'est tout à votre honneur, ça. Mais je vous remercie. Quel est le traitement anti-cancer, alors? Alors, je veux dire, on est passé d'une première chose, la première partie que j'ai dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas manger trop sucré de façon générale. Pour les cancéreux, évidemment aussi. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait devant les malades qui sont là, qui ont un cancer métastatique et dont l'espérance de vie est très limitée. C'est-à-dire qu'on passe de la recherche au problème du réel. Et là, évidemment, j'ai pas la recette magique. Notre idée à nous, c'est qu'il faut baisser cette pression électronique qui est responsable de la fermentation. Donc, il faut la baisser. Alors, vous avez pour ça les chimiothérapies ou les traitements dits conventionnels qui marchent tout de même moins bien que ce qu'on voudrait, mais qui marchent. Et puis, alors, après, vous avez le bleu de méthylène dont je vous parlais plus avant, le dioxyde de chlore et ainsi de suite. Et au fond, les cancers sécrètent souvent des marqueurs sanguins. Vous avez un cancer de la prostate, vous avez un PSA qui est élevé, un cancer digestif, vous avez un ACE qui est élevé, et les cancérologues n'ont pas l'habitude d'utiliser ces marqueurs. Et moi, ce que je conseille aux malades, c'est de doser tout ça toutes les semaines. Et selon l'évolution, vous montez un peu les drogues, vous les baissez, selon ce que ça donne. Faut tâtonner dans ces trucs-là, on en est encore là. On aime bien aussi clôturer, terminer par des choses un peu plus pratiques, concrètes à mettre en œuvre pour les personnes qui nous écoutent. Peut-être des personnes qui sont atteintes de cette maladie ou des personnes qui souhaitent aussi faire de la prévention. Est-ce que vous auriez, à partir de tout ce que vous avez dit, quelques conseils pratiques, 1, 2 ou 3 à mettre en place? Pratique, non, moi je suis un intello, donc moi j'aime les équations. Faire des équations peut-être, alors. Les équations, c'est raide, mais j'aime bien. Les obèses doivent maigrir, c'est évident. C'est pas si facile que ça. La majorité des gens mangent trop sucré, les gens en bonne santé et ou les cancéreux doivent diminuer ça. Et puis, il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on peut guérir les incurables? Et moi, j'ai travaillé à ça. J'ai bon espoir qu'on puisse y arriver à court ou moyen terme, mais tout ça, c'est trop tôt pour en être sûr. Et d'ailleurs, dans votre livre, j'y pense, vous parlez de
Un peu de l'activité physique, non? De la mise en mouvement pour relancer les mitochondries. Oui, c'est une façon de brûler, je veux dire, bloquer. On sait aujourd'hui que l'exercice physique sur les cancers du sein a à peu près le même bénéfice que la chimiothérapie. Ça, il y a plusieurs papiers qui le montrent. Donc, il faut faire marcher les gens 5-10 km par jour. 5-10 km par jour. Quand il pleut pas trop. Ou avec un bon parapluie. Je vous remercie de m'avoir invité à Saint-Mandé. Vous avez pu faire vos 5-10 km peut-être de marche dans le bois en venant. Merci beaucoup à vous d'être venu ici. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires. Merci au Dr Laurent Schwartz d'être venu nous éclairer à propos du cancer. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner et nous laisser vos commentaires. À très bientôt.